Bonsoir à toutes et à tous. C'est notre troisième conférence sur les Jeudis de l'Europe, intitulée La Suisse et l'Europe, comment construire le futur. Nous accueillons aujourd'hui comme conférencier, outre la professeure Christine Cadous, directrice du Centre d'études juridiques européennes de l'Université de Genève, M. François Bord, Head of European Affairs d'économie suisse, et M. Roland Muller, directeur de l'Union patronale suisse. Je tiens d'ores et déjà à remercier nos conférenciers pour leur participation. Comme nous l'avons vu lors des deux premières conférences, la Suisse est fortement engagée dans des relations bilatérales avec l'Union européenne et elle devient toujours plus partie prenante à un espace économique commun. Cette interconnexion forte a comme conséquence l'acceptation et l'application de règles communes. Depuis plusieurs années, l'Union européenne considère que l'actuel système d'accords bilatéraux a atteint certaines limites en raison de sa complexité, de son caractère incomplet et de l'absence de conditions homogènes. Ceci avec des conséquences pour les citoyens et les entreprises dans les domaines du marché intérieur auxquels la Suisse participe. De son côté, le Conseil fédéral rappelait lors de l'adoption du mandat de négociation en 2013, il y a 8 ans, mesdames et messieurs, il rappelait qu'un accord institutionnel permettrait de tenir compte de l'intensité des relations bilatérales entre la Suisse et l'Union européenne. Dans ce contexte, des négociations se sont tenues entre 2014 et 2018 sur la question de l'adoption d'un cadre institutionnel pour les accords d'accès au marché existants et futurs en vue de consolider l'approche bilatérale. François Bord nous rappellera l'historique, le contexte général et le point de vue de l'Union européenne sur la question de l'institutionnalisation des rapports bilatéraux entre la Suisse et l'Union. Alors je ne vous apprends rien, vous le voyez tous les jours, une émission de télévision bien connue, Infrarouge y a été consacrée hier soir, la discussion politique est particulièrement vive dans notre pays. Les principales organisations économiques, dont notre fédération, se sont engagés en faveur de cet accord qui sécurise l'accès des entreprises au marché européen. Mais le débat se focalise essentiellement et émotionnellement sur des questions de souveraineté, la Suisse se soumettrait à l'Union européenne, des juges étrangers, de la protection des salaires, des aides d'État et de la directive sur la citoyenneté. Le Conseil fédéral a demandé des clarifications sur ces trois derniers points. La visite du président de la Confédération, Guy Parmelin, à Ursula von der Leyen vendredi 23 avril, nous laisse dans l'expectative. L'ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a rappelé que la Commission européenne ne quitte jamais la table des négociations, mais qu'on ne peut pas soumettre l'Union européenne à un test de patience sans fin. À l'issue de son audition, lundi, devant les commissions de politique extérieure du Parlement fédéral, Guy Parmelin a souligné que la Suisse a fait d'importantes concessions et qu'elle n'acceptera l'accord cadre que si les points en suspens sont réglés. Les parlementaires ont appelé le Conseil fédéral à intensifier les discussions à tous les niveaux. De l'autre côté, vous aurez vu que l'Union européenne considère que l'accord apporte d'importants avantages et qu'il faudrait cesser de le dénigrer systématiquement en Suisse. Sommes-nous arrivés à une situation qui présage la fin de cet accord cadre ou existe-t-il encore des marges de compromis? Et s'il s'agit de la fin, qui prendra la responsabilité de cette rupture? Il appartient maintenant au Conseil fédéral de prendre une décision sur la suite. Et il faut mettre fin à l'insécurité engendrée par cette situation. La garantie d'un accès au marché intérieur de l'Union européenne grâce aux accords bilatéraux, la possibilité de poursuivre le développement de la voie bilatérale et l'amélioration de la sécurité juridique sont des objectifs fondamentaux pour assurer le maintien de la prospérité suisse. Ces objectifs sont atteints par le biais de l'accord cadre qui vous sera présenté en détail par Madame la professeure Cadous et Monsieur Muller, qui aborderont les points qui sont actuellement en discussion. M. Muller rappellera aussi l'impact d'une absence de clarification des questions institutionnelles sur la voie bilatérale, les négociations en cours et l'accès au marché de l'Union pour les entreprises suisses. L'Union
a toujours souligné que la conclusion de l'accord cadre institutionnel constituait une condition préalable afin de conclure 2 futurs accords sur la participation de la Suisse au marché intérieur de l'Union. Nous avons entendu lors des conférences précédentes des exemples des conséquences concrètes de cette position, en particulier dans le domaine de la recherche ou dans celui de l'électricité, des choses très concrètes. La conférence de ce jour sera aussi l'occasion de discuter des alternatives éventuelles. En fait, nous les avons déjà abordées tout au long des 2 précédentes conférences. Existe-t-elle vraiment? Peut-on espérer avoir une situation meilleure avec un accord de libre-échange dit de nouvelle génération? Que seraient les dangers dans la voie solitaire? Faut-il adhérer à l'Union européenne? Existe-t-il une solution de remplacement aux accords bilatéraux, ce fameux plan B, dont on ne mesure pas véritablement les contours? Eh bien, nous allons tenter de répondre à toutes ces questions. Je vais commencer par passer la parole pour sa présentation à M. François Bord, Head of European Affairs à Économie Suisse. Merci, M. Bord. Vous avez la parole. Merci beaucoup. J'essaie de partager l'écran. Voilà. Vous le voyez bien. Donc, je vous remercie de me donner l'occasion de vous présenter quelques réflexions sur l'historique et le contexte des relations bilatérales entre la Suisse et l'Union européenne, et notamment du point de vue de celle-ci, ce qui est parfois volontairement oublié dans la discussion interhelvétique. Pour mieux comprendre la position de l'Union européenne vis-à-vis de la Suisse et dans les négociations sur un accord cadre, il convient de faire un retour en arrière. On oublie parfois qu'en 1960, il y avait en Europe occidentale 2 organismes internationaux qui se faisaient de la concurrence. La Communauté européenne avec 6 membres et l'Association européenne de libre-échange avec 7 membres. Ceci dit, un des objectifs de l'ALE était, dès le début, de réglementer les relations entre les États membres et la communauté économique européenne. Après l'adhésion de la Grande-Bretagne et du Danemark, ainsi que l'Irlande aux communautés européennes en 1973, une coopération étroite s'est développée entre les États de l'ALE et de la CEE. À l'époque, on l'appelait comme ça. Une première étape importante a été franchie lorsque les États de l'ALE ont conclu des accords individuels de libre-échange avec la CEE entre 1972 et 1977. Vous êtes peut-être au courant que le seul ALE qui existe encore, c'est celui de la Suisse avec l'Union européenne. Au début des années 1980, la communauté européenne est à la croisée des chemins. Le démantèlement des droits de douane et de la création d'une zone commune de libre-échange ont permis de multiplier par 6 le commerce intra-européen au cours des 30 dernières années. Mais pour donner un nouvel élan à l'économie, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour créer un véritable marché unique. En 1985, la commission Delors fait adopter un livre blanc sur la réforme du marché intérieur. Ce document prévoit l'adoption de 282 directives sur 7 ans afin de supprimer les frontières intérieures. En parallèle, avec son arrêt Cassis de Dijon de 1979, la Cour de justice européenne développe le principe de reconnaissance mutuelle. L'acte unique européen, puis le traité de Maastricht, adopté respectivement en 1986 et 1992, souhaite mener à terme les 4 libertés constitutives du marché unique. La libre circulation des marchandises, des personnes, des capitaux et des services. Pour atteindre cet objectif, le Conseil de l'Union européenne délibère à présent à la majorité qualifiée dans les domaines stratégiques à l'avènement du marché intérieur. Politique commerciale, libre prestation de services, transport maritime et aérien, etc. Déjà en 1984, lors d'une réunion ministérielle conjointe de la CEE et de l'ALE à Luxembourg, la création d'un espace économique européen a été évoquée. L'Union européenne
à l'époque CEE, offrait donc aux membres de l'AILE la possibilité d'établir un espace économique européen commun sans la nécessité de devenir membre de l'Union européenne à l'immédiat. L'espace économique européen devrait être régi par les 4 libertés afin d'harmoniser le cadre législatif de l'espace. Les pays non membres devraient reprendre l'acquis communautaire nécessaire pour le bon fonctionnement du marché de l'intérieur. En contrepartie, ils pouvaient participer d'office à la préparation des actes, le so-called decision shaping. Il a toujours été clair pour l'Union européenne que l'espace économique européen pour les non-membres ne devrait être qu'une étape vers une éventuelle adhésion. Par conséquent, l'Autriche, la Finlande et la Suède ont commencé les négociations pour une adhésion en 1993, une année avant l'entrée en vigueur de l'espace économique européen, en 1994. L'adhésion de la Suède, la Finlande et l'Autriche est également le résultat de conséquences économiques de l'effondrement de l'Europe de l'Est et de l'incertitude politique qui en découlait à l'égard de la Russie. La Norvège a demandé à être membre à 4 reprises, en 1971 et 1994. Cependant, le gouvernement norvégien a dû retirer les demandes d'adhésion car le peuple norvégien les avait rejetées de justesse lors d'un référendum à chaque fois. Je crois qu'on connaît cette histoire, de notre propre histoire. C'est donc dans ce contexte que le gouvernement suisse a déposé en 1992 une demande d'adhésion auprès de l'Union européenne. Par conséquent, les opposants de l'adhésion de la Suisse à l'espace économique européen ont pu faire valoir lors de la campagne référendaire qu'il ne s'agissait que d'une étape sur la voie d'adhésion de la Suisse à l'Union européenne. Après que les électeurs suisses aient rejeté de justesse l'adhésion à l'espace économique européen le 6 décembre 1992, la Suisse a insisté sur la conclusion d'accords sectoriels avec les communautés européennes afin d'élargir la coopération existante et de prévenir la menace d'un isolement économique de la Suisse. Si vous voulez, les bilatérales sont le plan B après que le plan A, c'est-à-dire l'espace économique européen, a échoué. Les négociations entre l'Union européenne et la Suisse, qui ont débuté fin 1994, ont abouti le 21 juin 1999 à la conclusion de 7 accords sectoriels. Sur la libre circulation des personnes, les obstacles techniques au commerce, les marchés publics, l'agriculture, les transports terrestres, les transports aériens et la recherche. Les accords bilatéraux avec l'Union européenne ont eu un impact positif sur la croissance économique de la Suisse, plus important que supposé jusqu'ici. Dans une étude menée par Économie Suisse en 2016, nous avons analysé l'évolution du PIB par habitant qui, comme l'indique cette figure, a fortement augmenté à partir de 2002. Nous avons éliminé tous les facteurs connus qui ont influencé le PIB. Le résultat était un écart qui ne peut être expliqué autrement que par l'effet de la mise en application des accords bilatéraux. Et par conséquent, l'accès privilégié des entreprises suisses au marché commun. Grâce aux accords bilatéraux, les habitants de la Suisse sont en nettement meilleure posture, ou, pour le formuler de manière négative, sans les bilatérales, le revenu suisse par habitant serait en moyenne 4 400 francs inférieur aujourd'hui qu'avec les accords. Dans une publication parue en février 2019, nous avons également évalué la valeur des différents accords bilatéraux. Pour en citer que les 2 les plus importants, l'accord sur la libre circulation des personnes est considéré par les milieux économiques comme étant l'accord le plus important pour eux, selon une étude que nous avons menée en 2013. L'arrivée des travailleurs qualifiés augmente la productivité, stimule la demande économique globale et soutient dans l'ensemble la croissance économique.
Dans toutes les régions linguistiques de Suisse, le nombre de personnes actives occupées a augmenté entre 2002 et 2016 sans effet préjudiciable sur le revenu ou l'emploi. Selon les estimations, la valeur économique de la libre circulation des personnes atteint en moyenne près de 14 milliards de francs par an. L'accord sur les obstacles techniques au commerce diminue le nombre de mesures non tarifaires qui restreignent les importations. Il prévoit ainsi la reconnaissance mutuelle des examens de conformité en Suisse et dans l'Union européenne pour la plupart des produits industriels. Pour les entreprises suisses, l'abandon de double examen de conformité a plusieurs avantages. D'une part, une baisse des coûts et un raccourcissement des délais lors de la commercialisation de nouveaux produits dans l'Union européenne et, d'autre part, une importation facilitée des produits depuis l'Union européenne. La suppression des obstacles techniques au commerce encourage les échanges commerciaux et la prospérité. La valeur économique moyenne s'élève de près de 2 milliards de francs par an. Avec une valeur estimée de 20 à 30 milliards de francs par an, le bénéfice économique des accords bilatéraux d'accès au marché est indéniablement très important. Cependant, ce montant risque de se réduire peu à peu à néant si l'accord institutionnel échoue. Il faut se rappeler que dans les domaines couverts par les accords bilatéraux 1, la Suisse participe depuis bientôt 20 ans au marché unique européen. C'est bien plus qu'un accès simplifié au marché de l'autrui que confère un accord de libre-échange. Cela signifie que les mêmes règles s'appliquent en Suisse et en Union européenne et que la Suisse reprend l'acquis communautaire de l'Union européenne. Depuis 20 ans, je vous rappelle. Et est-ce qu'il y a eu vraiment des gros problèmes ? Les entreprises et les citoyens suisses sont traités sur un pied d'égalité, principe de non-discrimination, et ont le même accès au marché intérieur européen que les entreprises et les citoyens de l'Union européenne et vice-versa. L'Union européenne est partie de l'idée que les accords bilatéraux constitueraient une solution transitoire jusqu'à ce que la Suisse ait négocié son adhésion à l'Union européenne. Toutefois, après que la Suisse n'ait fait aucun effort pour entamer des négociations d'adhésion et a finalement retiré sa demande d'adhésion en 2016, il était clair pour l'Union européenne que les accords bilatéraux constitueraient la base des négociations pour une plus longue période. Dès 2012, donc, l'Union européenne a exigé que les accords bilatéraux soient adaptés à l'évolution du droit européen, y compris la jurisprudence de la Cour de justice européenne, qui est pertinente pour le marché intérieur. Elle demandait également un système pour régler les différends entre les parties. Jusqu'à présent, les différends ne peuvent être discutés dans le cadre des commissions mixtes sans la possibilité d'obtenir une décision d'une institution juridique qui tranche d'une question une fois pour toutes. Les négociations sur un accord cadre ont commencé en 2014 et se sont terminées par un projet d'accord en décembre 2018. Depuis lors, tel est du moins le sentiment de l'Union européenne, le Conseil fédéral a retardé la signature et ne parvient pas à se mettre d'accord sur la marche à suivre. En réponse, l'Union européenne a mis en attente tous les dossiers avec la Suisse jusqu'à ce que des progrès soient réalisés sur l'accord cadre. Cela affecte également les accords bilatéraux existants. La participation de la Suisse au marché unique risque de s'effriter. Avec l'accord institutionnel, l'Union européenne vise à garantir que la Suisse applique dans les domaines couverts par les accords sur le marché intérieur les mêmes règles que celles en vigueur dans l'Union européenne. C'est pourquoi elle a convenu de limiter l'application de l'accord cadre aux accords qui confèrent à la Suisse une participation au marché unique européen. Pour que les règles restent les mêmes, la Suisse doit adopter l'acquis communautaire en évolution. L'Union européenne ne voit aucun inconvénient à ce que la Suisse suive ces règles internes de la législation suisse. Cela donne également à la Suisse le temps d'organiser un référendum.
En outre, avec le tribunal d'arbitrage, elle souhaite disposer d'un système permanent de clarifier les différends relatifs à l'application des accords afin de garantir l'homogénéité de l'application du droit communautaire dans un marché intérieur européen et en Suisse. L'Union européenne estime que le tribunal arbitral doit demander l'avis de la Cour de justice européenne sur les questions d'interprétation du droit communautaire. L'Union européenne estime qu'avec l'accord cadre, elle a largement répondu aux besoins de la Suisse. Elle accorde à la Suisse des exceptions qu'elle n'accorde pas à ses propres membres, la limite de 40 tonnes pour les camions, une période de notification préalable de 4 jours ouvrables pour les entreprises, en sont que des exemples. La Commission européenne est donc d'avis qu'elle n'a plus beaucoup de marge de manœuvre pour accommoder la Suisse d'une part, et ne pas compromettre les principes du marché intérieur de l'autre part. Je vous remercie de votre attention et je passe maintenant la parole à Madame professeure Christine Cadus. Merci beaucoup François Bord pour me passer la parole. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour notre troisième rendez-vous sur la Suisse et l'Europe. Et bien sûr, le cadre est donné, l'accord institutionnel en discussion, et vous avez pu le voir durant ces 2 dernières semaines, c'est véritablement l'objet de tous les débats politiques en Suisse. Ma présentation aujourd'hui va se concentrer sur les aspects institutionnels et plus juridiques du projet d'accord. Un premier élément que j'aimerais souligner, et qui l'a été d'ailleurs par François Bord juste maintenant, c'est que ce projet d'accord est un projet qui vise à faciliter les relations bilatérales entre la Suisse et l'Union européenne dans les parties du marché intérieur auxquelles la Suisse participe. Ceci est l'intitulé de l'accord et il est peut-être intéressant de le rappeler pour bien démontrer l'objectif de cet accord cadre, qui n'est pas un accord qui va viser l'ensemble des accords qui lient la Suisse à l'Union européenne, mais uniquement ceux qui ont un lien avec l'accès au marché intérieur. Sur le champ d'application, et ça c'est aussi important de le rappeler, le champ d'application de l'accord cadre se limite aujourd'hui aux accords conclus qui portent sur l'accès au marché intérieur, c'est-à-dire principalement l'accord sur la libre circulation des personnes, et on nous a rappelé l'importance de cet accord pour la Suisse aussi bien que pour l'Union européenne, mais il s'agit aussi des accords en matière de transport, l'accord sur le transport aérien, l'accord sur les transports terrestres, c'est-à-dire transport par route et transport par rail, l'accord sur les échanges de produits agricoles et le dernier accord aujourd'hui qui serait visé par l'accord cadre, c'est l'accord reconnaissance mutuelle dont nous avons parlé lors de notre premier rendez-vous sur la Suisse et l'Europe. Tel qu'il est envisagé aujourd'hui, ce projet d'accord ne vise pas l'accord de libre-échange de 1972, dont on parlera certainement encore aujourd'hui et la semaine prochaine, et il ne vise pas non plus l'accord sur les marchés publics. Toutefois, pour ces 2 accords, dans le préambule de l'accord cadre en forme de projet dans sa version d'aujourd'hui, il y a mention de la volonté d'une mise à jour de ces 2 accords que je viens de mentionner, l'accord de libre-échange et l'accord sur les marchés publics. L'accord cadre vise aussi, ou visera, le cas échéant, des futurs accords d'accès au marché, et on a eu l'occasion, lors de notre série, de discuter notamment l'accord sur l'électricité. Le projet d'accord, et ceci est le cœur de ma présentation, prévoit des dispositions institutionnelles en vue
d'une part, de garantir la sécurité juridique, on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans la discussion, la sécurité juridique des relations économiques entre la Suisse et l'Union européenne, mais il a aussi pour objectif de veiller à une certaine homogénéité, puisque l'objectif, ou un des objectifs majeurs de l'accord, est d'avoir des règles applicables qui soient communes à la Suisse, à l'Union européenne et aux 27 États membres. Il faut que ces règles soient intégrées dans l'accord cadre, dans les accords que nous avons avec l'Union européenne par le biais de l'accord cadre, mais il faut aussi que ces règles soient interprétées et appliquées de la même manière. Si nous ne le faisons pas dans un espace de 27 plus la Suisse 28, eh bien, il n'y aura pas d'égalité de traitement qui est au cœur de la discussion juridique. Alors, 4 thèmes principaux sont visés au niveau institutionnel. La reprise du droit, ce qu'on appelle l'acquis du droit de l'Union européenne, la question de l'interprétation et de l'application uniforme des notions de droit de l'Union européenne et des accords en question, la question de la surveillance de l'application de ces accords sur le territoire des parties contractantes de ce futur potentiel accord, et puis dernièrement le règlement des différends. Je vais me limiter aux 2 questions qui font l'objet des débats, ou qui font essentiellement l'objet des débats les plus importants, c'est-à-dire la reprise du droit de l'Union européenne. C'est au fond la question d'intégrer dans le cadre des accords existants les actes de droit de l'Union européenne auxquels il est fait mention dans les différents domaines, en matière de libre circulation des personnes, en matière de transport aérien, en matière de transport terrestre, etc. Donc d'intégrer les actes qui ont été adoptés dans l'Union européenne. Et je rappelle, les actes qui sont adoptés dans l'Union européenne, ce sont des actes qui sont adoptés, pour la plupart d'entre eux, par le Parlement européen et par le Conseil de l'Union européenne, donc par les ministres et par les députés européens. Et ces actes sont le reflet d'un compromis entre 27 États pour des règles qui sont applicables entre eux. Et donc ces actes qui ont déjà fait l'objet d'un compromis à 27 vont, par le biais de l'accord institutionnel, s'appliquer sur le territoire suisse et s'appliquer dans les relations entre la Suisse et l'Union européenne. Et donc, dans l'accord cadre, la Suisse et l'Union européenne prennent l'engagement d'intégrer les actes juridiques de l'Union européenne dans les domaines qui sont visés par l'accord. Et donc, ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle la reprise du droit de l'Union européenne, et vous l'avez certainement déjà entendu, on parle d'une reprise qui est une reprise systématique, mais qui n'est pas automatique. Alors, qu'est-ce que ça signifie cela? Ça signifie que chaque adaptation, donc chaque évolution du droit de l'Union européenne qui serait examinée en vue de son intégration dans un des accords qui lie la Suisse à l'Union européenne, eh bien, cet acte-là fera l'objet d'une discussion au sein de ce qu'on appelle le comité sectoriel de l'accord, c'est-à-dire ce comité sectoriel, il est composé de représentants suisses et de représentants de l'Union européenne. Et dans cette discussion au sein de ce comité, qui est composé de manière paritaire, la Suisse peut indiquer, et cela a été brièvement rappelé par mon prédécesseur, pourra indiquer les questions qui sont nécessaires de passer l'accomplissement d'obligations constitutionnelles, pensez notamment à un référendum facultatif potentiel sur tel ou tel acte de droit de l'Union européenne dont il pourrait être question. Et donc, la Suisse peut indiquer cela à l'Union européenne. La Suisse pourra, dans ces circonstances-là, disposer d'un délai de 2 ans pour que ce processus du référendum puisse avoir lieu. Et il y a un délai de 2 voire de 3 ans qui est prévu dans l'accord. Donc, en cela, dans cette discussion qui a lieu
ou qui pourra avoir lieu entre la Suisse et l'Union européenne au sein de ce comité sectoriel, eh bien, cette discussion peut aussi amener à un refus de la part de la Suisse de reprendre un acte de droit de l'Union européenne. La Suisse pourra, si elle le souhaite, pour les raisons politiques, économiques, de ne pas reprendre un acte de l'Union européenne, elle pourra le faire. Et si cela se réalise, si la Suisse refuse de reprendre un acte de droit de l'Union européenne, le refus pourrait amener l'autre partie, en l'occurrence l'Union européenne, de démarrer ce qu'on appelle la procédure du règlement des différends prévue dans le cadre de cet accord institutionnel. Ceci donc m'amène naturellement à la procédure du règlement des différends prévue dans ce projet d'accord. On a beaucoup entendu, d'ailleurs, ce qui est intéressant peut-être de relever à titre d'introduction, la solution qui existe aujourd'hui dans le projet d'accord n'est pas celle qui avait été originairement prévue. Elle a évolué et je vous présente la solution telle qu'elle résulte aujourd'hui et qui implique ce tribunal arbitral. Alors, comment est-ce que le processus peut être mis en place lorsque la Suisse et l'Union européenne voient qu'il y a un problème sur l'application, sur l'interprétation d'une règle du droit de l'Union européenne qui est contenue dans un de ces accords? Alors, première étape, et ça c'est important de le relever, c'est que la responsabilité principale dans le cadre du règlement des différends repose en premier lieu sur le comité sectoriel créé par l'accord, c'est-à-dire ce comité composé de représentants suisses et de représentants de l'Union européenne. Et c'est ce comité qui peut être saisi par la Suisse, par l'Union européenne en disant « nous avons un problème ici, il faut le mettre à l'ordre du jour de nos discussions ». Et donc, cela étant fait, les consultations, c'est ainsi qu'on les désigne dans le projet d'accord, ces consultations vont se faire au sein de ce comité mixte. Ce comité a 3 mois pour discuter du problème. Il peut, au bout des 3 mois, trouver une solution. S'il trouve une solution au problème posé entre la Suisse et l'Union européenne dans tel ou tel domaine, ça s'arrête là. Si en revanche, ce comité ne parvient pas à trouver une solution qui satisfasse aussi bien la Suisse que l'Union européenne, eh bien, chacune des parties peut demander la constitution d'un tribunal arbitral. Un tribunal arbitral qui pourra être composé de 3 ou de 5 membres, ici de nouveau avec une composition paritaire, et puis les arbitres pourront désigner le président. Et donc ce tribunal arbitral, c'est lui qui a la tâche de résoudre le litige entre la Suisse et l'Union européenne sur l'interprétation et ou l'application d'un accord. Ce tribunal arbitral, dans sa tâche de résolution du litige, s'il voit qu'il a une question de droit de l'Union européenne qui est posée et que cette question de droit de l'Union européenne et son interprétation est pertinente pour régler le litige et qu'elle est nécessaire pour lui de connaître l'interprétation de cette disposition pour statuer sur le litige, c'est à ce moment-là que le tribunal arbitral saisit la Cour de justice. Donc vous voyez, j'ai bien insisté sur 2 éléments, la pertinence et la nécessité. Et ces éléments-là relèveront de l'appréciation du tribunal arbitral pour saisir ou non la Cour de justice. Et donc, s'il saisit la Cour de justice va donner son interprétation de la disposition de droit de l'Union européenne. Il s'agit bien toujours d'une disposition de droit de l'Union européenne. Et donc, lorsque la Cour de justice rendra son arrêt, cet arrêt sera obligatoire pour les arbitres qui devront, eux, régler le litige entre la Suisse et l'Union européenne. Donc, c'est ainsi que le tribunal arbitral pourra être amené à rendre une sentence, et cette sentence sera une sentence qui lie aussi bien la Suisse que l'Union européenne.
Mais ici encore, il convient de le noter, la Suisse, prenons le cas de la Suisse, mais l'Union européenne serait dans la même situation, la Suisse peut décider de ne pas suivre et de ne pas se conformer à la sentence qui serait rendue par le tribunal arbitral. Et dans cette hypothèse-là, l'autre partie, dans mon exemple l'Union européenne, pourra, le cas échéant, prendre des mesures compensatoires qui pourront résulter en une suspension partielle ou totale d'un des accords qui sont concernés. Si ces mesures de compensation devaient être considérées par la Suisse comme disproportionnées, eh bien, la Suisse pourrait poser la question au comité sectoriel, qui aura un délai de 6 mois pour savoir si ces mesures sont proportionnées ou pas. Et si ce comité sectoriel ne devait pas parvenir à une décision sur la proportionnalité des mesures, la Suisse pourrait, si elle le souhaite, demander et soumettre cette question de la proportionnalité à l'arbitrage à nouveau. Donc vous voyez, il est vrai, c'est un système complexe, mais il ne faut pas oublier que la relation entre la Suisse et l'Union européenne est une relation unique et qui suppose des solutions qui soient véritablement adaptées aux deux parties contractantes. Permettez-moi en quelques minutes de souligner les défis posés par ces deux questions, défis, risques, avantages, désavantages de ces questions sur l'intégration du droit de l'Union européenne et sur le règlement des différends. Sur l'intégration du droit de l'Union européenne, on constate qu'on a une adaptation dynamique sans être automatique, c'est-à-dire que la Suisse doit prendre toujours une décision pour intégrer cet acte de droit de l'Union dans son ordre juridique national. On voit qu'il y a une décision de la Suisse, et donc s'il y a une décision de la Suisse, il y a aussi une possibilité pour la Suisse de refuser de reprendre un acte, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et s'il y a un refus, c'est l'exercice de l'autonomie législative de la Suisse. En même temps, ce système prévu dans l'accord cadre permet de maintenir l'exercice des droits de démocratie directe. Le référendum facultatif pourra avoir lieu lorsque cela est nécessaire. Et puis enfin, la Suisse va participer dans ce projet d'accord de manière assez précoce au mécanisme d'élaboration de la règle du droit de l'Union européenne. Monsieur François Bord a parlé tout à l'heure du decision shaping, c'est exactement cela. La Suisse pourra participer au contenu de ce futur acte potentiel qui pourrait être intégré dans un accord cadre comme celui qui est discuté. Et donc, si la Suisse n'adopte pas un développement du droit de l'Union, ce qui est totalement entre ses mains de décider, eh bien, il y a le mécanisme de règlement des différends qui peut être déclenché. Pour le règlement des différends, on voit que la maîtrise de la résolution du litige en tant que tel, elle est en premier lieu dans la main du comité sectoriel tel qu'il est intitulé dans l'accord, qui est composé paritairement de représentants suisses et de représentants de l'Union européenne. Et il est entre les mains, si ce comité n'y parvient pas à trouver une solution, eh bien, il est entre les mains du tribunal arbitral. Et c'est au tribunal arbitral de statuer sur le litige. L'intervention de la Cour de justice ne se fait que s'il y a un problème relatif à une notion de droit de l'Union européenne et s'il y a une interrogation, s'il y a une pertinence d'avoir une interprétation de la Cour, s'il y a une nécessité pour le tribunal arbitral d'avoir une position de la Cour de justice, et ce n'est qu'à ces conditions-là que la Cour intervient. Et ici encore, en fin de parcours du règlement des différends, eh bien, la Suisse peut toujours ne pas
décidé de ne pas se conformer à une sentence qui serait rendue par ce tribunal arbitral, avec, il est vrai, des conséquences, mais que j'ai déjà évoquées. Voilà, mesdames et messieurs, les défis qui sont liés aux questions institutionnelles et qui sont au cœur de la discussion sur la souveraineté. Il y a des avantages et des désavantages, comme j'ai essayé de vous le montrer, de la solution qui est prévue dans l'accord, mais je crois que c'est une balance d'intérêts que chacun d'entre nous doit faire. Voilà, je vais m'arrêter ici. Nous pourrons reprendre les autres sujets dans le cadre de la discussion. Et j'ai le plaisir de passer la parole à M. Müller pour les autres éléments sur cet accord-cadre. Voilà, merci beaucoup. Je suis très heureux de pouvoir continuer le speech. Je vais essayer de continuer avec ma présentation en espérant que vous la voyez aussi. Et puis, en pas trop, disons, reprendre ou redire ce qu'il a été dit, parce qu'on aimerait bien encore discuter sur les sujets et les problèmes qu'on a aujourd'hui, parce qu'on est juste au milieu des discussions politiques. Vous savez que c'est le président de la Suisse qui a été à Bruxelles la semaine dernière. Cette semaine, on a des discussions dans les commissions du Parlement, et puis la semaine prochaine, il y a aussi des auditions avec les partenaires sociaux. C'est bien la raison pour laquelle je ne vais pas tout répéter comme j'aurais voulu, mais de sorte qu'on pourrait encore discuter. J'aimerais bien vous donner encore quelques points sur les problèmes politiques. Mais quand même, 2-3 mots sur l'importance de cet accord. Vous voyez ici les relations avec l'UE sur ce slide-là. Alors, c'est bien clair que pour nous, les accords bilatéraux, c'est bien quelque chose qu'on devrait rester basé. Et puis à la fin de ma présentation, vous voyez que les alternatives qu'on discute aussi entre nous sont pas tout à fait la même chose, sont assez, oui, disons, c'est pas tout à fait le plan B que nous voudrons. Mais si je vous peux présenter ici les problèmes qu'on a, ou bien comme on vient d'entendre, les avantages plutôt, pour commencer, c'est bien clair qu'on a un mécanisme de règlement des conflits. Ça, c'est autre chose qu'on n'avait pas avant, qu'on n'aurait pas sans cet accord-cadre institutionnel. On a les comités mixtes, mais à la fin des discussions dans ce comité, on n'a jamais une solution ou bien quelque chose que tous les pays devront faire ce qui a été décidé. Alors ça, ce mécanisme-là, c'est bien quelque chose qui est très bon. On a entendu le tribunal arbitral, et toutes ces compétences qu'on a là. C'est bien une solution qu'on pourra très bien vivre avec, mais je vais vous expliquer un peu plus tard où ils sont vraiment les problèmes. Les points critiques que vous les voyez ici pour la politique patronale, c'est les mesures d'accompagnement. Alors là, c'est une lutte entre la Suisse et l'UE il y a 10 ans qu'on a toujours discuté sur ces 8 jours, vous les connaissez. Mais il y a aussi d'autres problèmes. Il y a par exemple la loi européenne sur le détachement des travailleurs et le détachement et la directive sur l'exécution. Alors là, c'est bien clair, comme on vient d'entendre, ce n'est pas que la Suisse doit reprendre cette loi automatique, mais c'est quand même un dynamisme qu'on sera soumis. Et puis ça, c'est bien clair que là, surtout, les syndicats nous montrent des problèmes. Pour nous, l'Union patronale suisse, on ne voit pas tant de problèmes. On a montré une solution. C'est bien la solution qu'on a aussi toujours essayé de négocier avec l'UE. Mais quand même là, il y a une toute grande différence. Ensuite, on a la coordination des systèmes de sécurité sociale. Ça, c'est un point qu'on devra discuter même sans l'accord cadre institutionnel avec l'UE.
parce que là, surtout dans le champ de l'assurance de chômage, on aurait encore des problèmes à discuter. Mais ça, c'est bien la critique, disons. Là où on doit trouver une solution, c'est sur ces mesures d'accompagnement. Et ensuite, on a encore 2 points où on trouve des problèmes. C'est bien clair que même le Conseil fédéral, dans son lettre l'année dernière, ou bien non, c'était déjà au juin 2019, il a signé que là, sur ces droits points, alors FLAM, mesures d'accompagnement, directive de l'UE relative aux droits des citoyens de l'Union et les aides d'État, il faut encore trouver des précisions. Vous le savez aussi qu'il y a une grande différence entre précision et négociation, et puis maintenant on voit, surtout après la visite de M. Parmelin, que là il y a une différence que nous, la Suisse, nous voudrons surtout sur le sujet de la directive de l'UE relative aux droits des citoyens de l'Union, plutôt négocier encore quelque chose, trouver une immunisation, je vais vous expliquer encore plus tard, sur quelques sujets. Et puis pour l'UE, eux, ils ont cru, ou bien dans les discussions, ils ont toujours dit que non, pour eux, ce serait peut-être possible de trouver des précisions, mais il y a quand même une différence. Vous le savez aussi, c'était dans tous les médias que dans le sujet des aides d'État, on aurait trouvé une solution si on trouve aussi des solutions dans les autres 2 sujets. Alors là, c'est bien clair que l'UE, maintenant, à la fin des discussions, donne un peu une précision envers la Suisse. Ici, pourquoi un accord cadre institutionnel? Ça, on vient d'entendre les précédents aussi. C'est bien clair, au cœur de l'accord, c'est ce mécanisme institutionnel qui sera vraiment bien pour la Suisse, parce qu'après les discussions dans ce comité mixte, on aura aussi une fin, on trouve des solutions. Et puis, le but, vous le voyez dans ces 4 sujets ici, c'est bien clair qu'on aimerait bien avoir attirer ces buts, ou bien, vous le voyez à la fin, pour développer les accords bilatéraux, c'est l'UE qui voudrait avoir un accord cadre institutionnel. Autrement, nous serons bloqués. Vous le voyez ici sur ce slide-là. Comme on vient aussi d'entendre, il y a, si on voudrait, disons, développer les accords avec l'UE, surtout sur le dernier point de l'électricité, il faudrait avoir un accord institutionnel. Cet accord, il est limité sur ces 5 sujets que vous les voyez ici. Alors, ce n'est pas, comme on vient d'entendre, ce n'est pas que la Suisse doit reprendre le droit de l'Union européenne dans tous les autres cas, comme on l'a aussi des fois discuté au public. C'est bien clair que ça sera limité, mais pour pouvoir développer, disons, les relations avec l'UE dans d'autres accords, il faudrait avoir cet accord institutionnel. Ici, vous voyez, disons, des problèmes qu'on a. Et puis, c'est aussi les problèmes que maintenant, c'est Mme Loy qui a été discuté jusqu'à maintenant sur les sujets techniques. Et puis, c'est la première fois, vendredi dernier, que ça a été relevé sur un niveau politique, de sorte pour essayer de trouver des solutions sur un niveau politique dans ces 3 sujets: directives relatives aux droits des citoyens de l'UE, mesures d'accompagnement et aide d'État. Si on n'arrive pas au bout, c'est bien clair qu'on aura aussi des représailles de la part de l'UE. On ne le sait pas tout à fait, mais c'est bien quelque chose qui est toujours un peu dans l'air. Alors, ça veut dire qu'on aurait des obstacles techniques au commerce, des désavantages pour la recherche, disons, c'est le programme Horizon Europe. Ça, on ne sait pas encore tout à fait comment ça continue, mais on sait
que l'UE va pas continuer comme elle a, disons, continué jusqu'à maintenant si on ne trouve pas une solution dans l'accord cadre. Et puis ensuite, la mise en œuvre autonome de certaines règles, ça veut dire si on ne trouve pas une solution, c'est nous que nous devons, disons, réfléchir en disant si on ne veut pas adapter la situation suisse autonome, disons, réduire nous-mêmes les 8 jours, disons, à 4 ou à 6 jours sur le sujet des flammes, ou bien aussi de trouver ou bien d'essayer de trouver des adaptations dans le droit de la citoyenneté de l'UE. Mais ça, c'est bien clair, ça, c'est tout au bout, si vraiment on aura l'échec de l'accord, là, on n'est pas encore, que la Suisse devra réfléchir elle-même comment continuer, qu'est-ce qu'on devra faire si on aura cet échec. En réfléchissant sur les scénarios de remplacement, on a bien vu que les deux possibilités, parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités si on ne veut pas devenir membre de l'UE, ça c'est bien clair, c'est encore plus difficile que de trouver une solution dans cet accord cadre. Il n'y a que ces deux choses. Il y a une modernisation de l'accord de libre-échange, mais là, c'est de nouveau clair qu'on aura des discussions et puis ce serait très difficile à trouver des solutions dans ces deux points, agriculture et aide d'État. C'est de nouveau la même chose qu'on verra que nous avons des problèmes et puis qu'on ne pourra pas dire que vraiment c'est un scénario de remplacement, mais c'est bien quelque chose qu'on discute toujours. Et puis vous l'avez aussi vu dans les médias, que le Conseil fédéral a mené ces discussions aussi, mais ils ont dit non, c'est pas bien ce scénario, vraiment une alternative aux causes ou bien à part de ce cadre institutionnel. Et puis ensuite, l'autre possibilité, le modèle analogue à l'accord du Brexit. Alors là, on voit aussi que c'est complètement autre chose. Vous le voyez ici sur ce slide. Alors, il n'y a pas l'accord de libre-échange. Ça, c'est bien quelque chose, c'est bien autre chose que la Suisse a aujourd'hui avec les accords bilatéraux. Et puis, si on voudrait changer le modèle, c'est quand même autre chose qu'on a maintenant. Et puis, comme vous l'avez entendu aussi de François Bord, là, on pense, nous aussi, que les désavantages sont beaucoup plus grands qu'on a aujourd'hui. Et puis, pas de libre accès, on n'aura pas de libre accès au marché. C'est bien la raison pour laquelle ce qu'on discute toujours, ou bien ce qu'on peut lire dans les médias, ce modèle analogue à l'accord du Brexit, est-ce que ce ne serait pas une autre solution? On doit dire non, vraiment, ça, ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour finir, on peut quand même dire que nous sommes toujours disons, entre les discussions politiques, c'est les consultations, comme je viens de dire, entre la Suisse et l'UE, et puis aussi entre le Conseil fédéral et de divers stakeholders, par exemple nous aussi, par exemple les commissions et aussi les cantons, pour en discuter ce qu'on veut faire, parce qu'on a toujours ces différences dans ces trois sujets directifs relatifs aux droits des citoyens, mesures d'accompagnement et aide des États. Là, on aura trouvé la solution, mais si on ne peut pas faire un pas envers l'UE et aussi l'UE envers nous, ça sera, disons, bloqué politiquement. Voilà, alors je crois que je vous laisse comme ça parce qu'il y aura quand même encore beaucoup de choses à discuter. Merci pour votre intérêt.
Merci beaucoup à nos orateurs. Je crois qu'on a présenté de manière très détaillée, exhaustive, la problématique de l'accord cadre. Ça n'est pas très surprenant, mais d'après ce que j'ai pu voir sur mon téléphone portable, on a beaucoup de questions. Merci de les avoir posées. On va peut-être pas pouvoir répondre à tout, comme je vous l'ai déjà dit. On répondra à l'issue des 4 conférences aux questions qui n'auraient pas été traitées. On va donc commencer avec la première d'entre elles et je me tourne vers les récipiendaires des questions. Merci. Un échec de l'accord cadre conduirait-il la Suisse à devoir adhérer à l'Union européenne? Voilà, qui veut prendre cette question? Madame Cadous, Monsieur Bord? Je me lance. Alors, Monsieur Bord, allez-y. Alors, pas nécessairement. La dernière fois qu'on a dit non à un espace économique européen, on n'est pas devenu membre de l'Union européenne, mais on a mis 10 ans pour trouver une nouvelle solution. Et comme j'ai évoqué dans mon discours, ce qu'on a maintenant, les accords bilatéraux, c'est déjà le plan B. Roland Muller vient de dire que l'accord de libre-échange et de coopération entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne n'est pas la même chose et ne donne certainement pas le même accès au marché que c'est le cas avec les bilatérales. Et il faut quand même savoir, la situation entre la Grande-Bretagne et la Suisse est complètement différente. La Grande-Bretagne n'est pas aussi dépendante de l'exportation que c'est la Suisse. 2 sur 5 francs que la Suisse gagne dans son commerce sont gagnés à l'extérieur. On n'a pas un marché intérieur en Suisse avec 8 millions d'habitants, tandis que la Grande-Bretagne, déjà, elle n'a que un taux de 30% pour son PIB brut extérieur, et elle a 67 millions d'habitants, donc un propre marché intérieur. Nous sommes beaucoup plus dépendants de notre marché intérieur, qui est l'Union européenne, que tout autre pays. Et moi, je ne vois pas d'autre possibilité que ou bien de maintenir ça, ou bien de reposer la question espace économique européen, ou bien même devenir membre. Mais politiquement parlant, ces 2 solutions sont actuellement pas possibles. Merci, Madame Cadous. Oui, je pense que la chose la plus importante, c'est de déterminer quels sont nos objectifs. Quels sont les objectifs de la Suisse dans la relation avec l'Union européenne. Et sur la base des objectifs qu'on aura déterminés, des objectifs politiques, économiques qu'on aura déterminés, il y a lieu de voir quelle est la meilleure solution juridique, parce que le droit est un instrument pour réaliser un objectif politique et économique, et donc de voir quel est le meilleur instrument. Maintenant, si on part de l'objectif qu'il y a consentement en Suisse, que la relation entre la Suisse et l'Union européenne est importante, est fondamentale et qu'elle doit être poursuivie. Il s'agit de voir quel est le meilleur moyen de la poursuivre tout en sauvegardant les questions sensibles dont on a entendu parler, les mesures d'accompagnement, la directive citoyenneté, les aides d'État et les questions institutionnelles relatives à la souveraineté. Et donc, si on essaye de voir un peu quels sont les avantages et inconvénients de chacune des options, j'ai essayé de vous montrer pour ma part les questions institutionnelles. Vous avez entendu sur les questions de substance M. Muller et M. Bord. Et donc, s'il y a un échec, si je reviens à la question, s'il y a un échec des discussions actuellement sur cet accord cadre, il y a la continuation des relations telles qu'elles existent aujourd'hui, donc c'est-à-dire les accords que nous avons, on a plus de 25 accords de première importance, ils vont continuer d'exister en principe, ils vont continuer d'être appliqués. Le défaut qu'ils auront,
c'est qu'ils ne seront pas mis à jour, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas intégrer les développements futurs, et on l'a entendu lors de la première séance à propos de l'accord reconnaissance mutuelle, et donc ils ne seront pas mis à jour, et peut-être que petit à petit, ils perdront de leur intérêt pour la Suisse, ils perdront peut-être de leur intérêt pour l'Union européenne, et à ce moment-là, cela permettra, avec un certain recul, de voir quelles sont les options possibles. À mon avis, la question de l'accord UK est différente parce que l'objectif UK est différent de l'objectif suisse, en tout cas comme je le perçois moi aujourd'hui. L'accord avec le Royaume-Uni ne permet pas d'éléments sur la circulation des personnes. On sait que c'est évidemment le sujet le plus sensible aussi pour nous, pour la Suisse, pour les mesures d'accompagnement, pour la citoyenneté, etc. Mais il ne l'offre pas. Donc si on veut faire du libre-échange type Royaume-Uni, ça peut entrer en considération. Mais si j'ai bien entendu nos politiques, quels qu'ils soient, ce n'est pas le premier objectif politique qui est aujourd'hui sur la table. Mais c'est évidemment à discuter et c'est un des éléments les plus importants, me semble-t-il, à avoir dans le débat, au-delà de la solution institutionnelle que l'on peut trouver pour répondre et pour achever nos objectifs. Merci. On va continuer pendant un quart d'heure, 20 minutes avec l'accord de nos conférenciers. On prend une autre question. Est-ce qu'un bilan avait été fait du refus d'entrer dans l'espace économique européen au niveau stagnation économique, chômage de masse, la vente d'entreprises suisses comme Winterthur ou Elvia? Un bilan de l'espace économique européen dans lequel nous ne sommes pas entrés. On a fait un bilan des accords bilatéraux. Est-ce qu'on a calculé, M. Borg, M. Müller, est-ce qu'on a calculé ce que potentiellement on aurait gagné ou perdu si on était entré dans l'espace économique européen? M. Müller, peut-être dans un premier temps, et M. Borg ensuite. Moi, je ne connais pas les chiffres par cœur, mais je sais que l'économie suisse, elle a fait des calculs, surtout sur ses avantages. Je ne sais pas si François Borg pourra donner une réponse. Alors, François? Alors, sur ce qui aurait été, si l'espace économique européen s'était fait avec la Suisse, alors si on l'a fait il y a presque une vingtaine d'années, mais pas récemment. Les dernières évaluations étaient visées sur les accords existants bilatéraux. Là, on en a des chiffres, mais c'est aussi difficile à évaluer puisque, à mon avis, si la Suisse avait été membre de l'espace économique européen, l'espace se serait développé d'une autre manière qu'il s'est développé sans la participation de la Suisse. Les mêmes problèmes qu'on a maintenant en bilatéral entre l'Union européenne et la Suisse se seraient passés en espace économique européen. Il faut savoir que l'espace économique européen a repris la directive sur la citoyenneté européenne avec une petite exception qui donne jeu à interprétation. Mais si ça avait été avec la Suisse aurait clairement voulu que tout ce qui ne part pas ou ne se relève pas de la libre circulation des personnes avec un travail aurait été exclu. Et là, on aurait eu le même problème avec l'espace économique européen que c'est le cas maintenant. Alors, c'est pour ça que c'est difficile à évaluer quelle serait la situation si la Suisse serait aujourd'hui en espace économique européen. Madame Cadous, un complément? C'est sur les effets économiques. La question était de savoir la non-participation de la Suisse à l'espace économique européen. Je me souviens qu'il y avait des comparaisons qui avaient été faites, d'ailleurs je ne sais plus si c'était par la Confédération ou par Économie Suisse, la comparaison avec l'Autriche, avec un pays de taille plus ou moins équivalente à la Suisse, et de voir que l'Autriche, qui a participé à l'espace économique européen dès l'entrée en vigueur début 1994, et la Suisse qui n'avait pas participé à l'espace économique européen, a démontré que la Suisse avait accumulé un certain recul économique à ce moment-là, mais qui a été compensé
par la participation et par le redémarrage, je dirais, de la relation bilatérale entre la Suisse et l'Union européenne, et certainement avec la première série des accords bilatéraux qui ont un impact économique plus que les autres accords qui ont suivi dans la relation Suisse-Union européenne. Parfait, merci. On prend une question. Pourquoi n'est-il pas possible de trouver une solution entre les partenaires sociaux sur la question des mesures d'accompagnement? Alors ça, c'est une question pour Roland Muller. Il va peut-être nous donner des indications qu'on n'a pas. Oui, oui. Alors, tout à fait. La possibilité, c'est-à-dire le problème, est qu'il y a des différences entre les partenaires sociaux. Ça veut dire que nous sommes bien d'accord de pouvoir reprendre tous ces directifs et puis de les développer dynamiques, comme c'était le plan aussi du Conseil fédéral. Mais il y a les syndicats qui voudront développer les flammes, disons, les mesures d'accompagnement autonomes. Alors, la Suisse complètement autonome. Et puis, ça, c'est une question idéologique. Alors, si on n'est pas prêt vraiment, et puis c'est bien clair que, comme on a aussi lu dans les médias, que le Conseil fédéral, il a essayé de trouver sur, comme on dit, la logique de l'INSTA, alors la logique de l'accord institutionnel, il a essayé de trouver des solutions sur ce niveau-là, de reprendre le droit dynamique, mais disons de remettre comme des petites îles en disant que, disons, on pourrait continuer avec les 4 jours au lieu des 8 jours, parce que tous les autres pays de l'UE n'ont pas cette possibilité. Alors là, c'est complètement interdit d'avoir quelques jours dans ce sujet ou bien de ce modèle des mesures d'accompagnement, mais on ne s'est pas trouvé. Alors, ça, c'est bien quelque chose que oui, c'est une question, disons plutôt idéologique. Et puis, il y a même l'USAM qui est de même avis que comme les syndicats qui, eux, ils veulent, disons, trouver ou être libre de trouver les mesures d'accompagnement autonomes. Alors, complètement autonomes. Et puis, si on voit aussi les avantages, comme on vient de discuter, les avantages avec cet accord institutionnel, il faudrait quand même être, comme on le pense nous, être d'accord de changer le système, mais de garantir le niveau de protection comme on l'a aujourd'hui en Suisse. Et puis ça, c'est aussi quelque chose, comme on a pu lire dans les médias, que la Suisse et l'UE, ils n'ont pas encore trouvé, disons, une solution, parce que c'est toujours la différence entre, comme je viens de dire, négocier et préciser. Ça, c'est une des questions. Merci. Madame Cadous. Oui, sur les mesures d'accompagnement, je pense que c'est un sujet sensible et important, parce qu'il fait référence évidemment au système des mesures d'accompagnement en Suisse, du mécanisme qui est mis en place dans l'Union européenne par évidemment la directive sur les travailleurs détachés, la directive d'exécution et les sanctions. Et aussi, cela fait référence à tout, non seulement au droit de l'acquis de l'Union, mais aussi à la jurisprudence de la Cour de justice. Et ceci entre dans le mécanisme qui est prévu dans l'accord cadre, sauf si la Suisse parvenait à les exclure ou à les aménager. Mais si la Suisse ne parvient pas, il faut être conscient que le mécanisme mis en place dans l'Union européenne et la jurisprudence de la Cour de justice, qui est une juridiction qui veille au bon fonctionnement d'un marché intérieur de 450 millions de consommateurs, est une juridiction qui protège les libertés et qui protège les consommateurs et qui a sa ligne de jurisprudence qui
aujourd'hui n'est pas dans la ligne de la jurisprudence ou des règles applicables en Suisse. Donc il faut être conscient de cela, il ne faut pas se cacher les yeux et il faut être conscient que cela peut avoir un impact dans le cadre de cet accord institutionnel. Merci. Je pense que c'est une question dont la portée mérite d'être précisée. On parle ici des travailleurs détachés, on parle de 8 et de 4 jours. Ça n'est pas au plan pratique, on a examiné ça dans le détail. Le démantèlement des mesures d'accompagnement, il ne faut pas tout mélanger. Malheureusement, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors, il y a des problèmes sensibles sur le travailleur détaché, c'est clair, mais techniquement, c'est parfaitement réalisable. On peut tout à fait maintenir un mécanisme de contrôle. On a des moyens d'ailleurs techniques qui permettent de faire les choses différemment maintenant de ce qu'on a imaginé à l'époque où les accords bilatéraux sont entrés en vigueur. Donc je crois qu'il faut répéter ce message, qu'on ne doit pas non plus s'accrocher à un certain passé au nom des dogmes. C'est quelque chose qui ne va pas. Alors évidemment, ça pose des problèmes d'interprétation, là je suis absolument d'accord, mais ça n'est pas le démantèlement social en Suisse avec l'accord cadre. Il faut ôter ça de la tête des gens. Je le dis et je le répète aujourd'hui, parce que je crains qu'on soit en train de tout mélanger. On a un système différent, il est prévu de maintenir ce système, mais de l'adapter. C'est ça en l'état et sur une seule partie de la problématique. Je tiens à rassurer les travailleurs suisses pour le reste, parce qu'il ne faut pas qu'ils s'imaginent que du jour au lendemain, on va tout abandonner. Voilà, ceci étant précisé de ma part, en plus de tout ce que nos conférenciers ont déjà dit, on prend encore, 2 questions. Est-il vrai que le tribunal fédéral tient déjà compte de la jurisprudence de la Cour européenne dans certains cas? Et est-ce comparable avec le mécanisme de l'accord cadre? On a 2 professeurs de droit ici, sur 3 intervenants. Donc je pense qu'on est bien outillé pour répondre à cette question. Honneur à la professeure Cadous. Alors, dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes, donc l'accord de 1999, il y a une disposition qui est l'article 16, paragraphe 2 de cet accord, qui prévoit que la Suisse prend en considération la jurisprudence rendue par la Cour de justice de l'Union européenne lorsqu'il s'agit de notions de droit de l'Union européenne. Pensez à la notion de travailleur salarié. La notion de travailleur salarié, eh bien, elle est inspiré du droit de l'Union européenne. Et donc, le tribunal fédéral a pris en considération la jurisprudence jusqu'à la date de signature de l'accord, donc le 21 juin 1999, c'était l'engagement pris dans l'accord ALCP, mais le tribunal fédéral, dans sa tradition et dans l'idée, dans la conception de faire évoluer de manière parallèle la notion qui est contenue dans l'accord, je prends mon exemple de travailleur salarié avec la notion qui s'applique dans le droit de l'Union européenne, eh bien, il a aussi pris en compte cette jurisprudence, sauf cas exceptionnel. Mais donc, pour répondre à la question plus brièvement, mais il faut toujours motiver, la réponse est oui, le tribunal fédéral en tient compte dans l'accord sur la libre circulation des personnes, dans l'accord sur le transport aérien, mais pas dans les autres accords. Et donc, par le biais de l'accord cadre, il le serait potentiellement dans les accords visés par cet accord cadre, c'est-à-dire dans les 5 domaines que j'ai mentionnés tout à l'heure. Merci. Est-ce que le professeur Muller veut compléter les propos de sa consoeur? Non, pas du tout. C'était une réponse parfaite. Très bien. Est-ce que je peux encore ajouter quelque chose? Oui, monsieur Bohr, allez-y, excusez-moi, je vous ai oublié. Ah oui, les juristes obligent. Alors, il faut quand même dire que le tribunal fédéral, à plusieurs reprises, même si elle n'était pas tenue de le faire, s'est référé à la jurisprudence du tribunal européen. En outre, pour ce qui concerne les différends, ce n'est pas nécessaire pour le tribunal arbitraire d'automatiquement demander l'avis de la Cour européenne s'il y a déjà une jurisprudence qui est claire et nette dans un différend entre l'Union européenne et la Suisse. Alors, si là, il y a déjà des arrêts de la Cour européenne et que c'est déjà tranché, elle peut se référer là-dessus. Merci, c'est très clair, je crois, effectivement. On prend la dernière question. Le droit de la citoyenneté tel que le conçoit Bruxelles est-il compatible avec l'ordre juridique suisse?
Qui veut répondre sur cette directive de la citoyenneté, ses implications pour la Suisse? Est-ce qu'elles sont importantes d'ailleurs? Je pourrais compléter. Madame Cadouze, vous commencez, puis messieurs, vous continuerez, d'accord? Oui, très bien. Bon, la notion de citoyenneté dans l'Union européenne est vraiment la citoyenneté, c'est une citoyenneté de l'Union qui vient compléter une nationalité. Et donc, on a des droits. On a dans cette citoyenneté des droits économiques, mais on a des droits civils et politiques. Et donc, dans la directive sur la citoyenneté, elle regroupe aussi bien des éléments qui concernent le déplacement et le séjour des personnes qui vont exercer une activité lucrative, qui ne vont pas exercer une activité lucrative, etc. Mais il y a aussi tout un pan qui, au fond, n'est pas concerné par la relation avec la Suisse. On ne va pas envisager des droits sur les droits pour les citoyens suisses de participer à l'élection du Parlement européen. Pour donner un exemple un peu illustrant véritablement des domaines qui ne seraient pas concernés dans la relation bilatérale entre la Suisse et l'Union européenne. Mais il est vrai que la perception des deux côtés est un peu différente aujourd'hui, parce que lorsque l'accord sur la libre circulation des personnes a été négocié entre la Suisse et l'Union européenne, c'est entre le refus de l'espace économique européen entre 1992 et la date de signature en 1999, et on était dans une phase où on parlait de réalisation du marché intérieur, on parlait essentiellement de libertés économiques, et on démarrait la citoyenneté de l'Union telle qu'elle existe aujourd'hui dans l'Union. Or, aujourd'hui, en 2021, la perception de la citoyenneté dans l'Union est différente de celle qui existait en 1999 ou en 1992, entre 1992 et 1999, même dans l'Union. Et donc, cette évolution-là est aussi le reflet de ces discussions et de ces difficultés dans l'élaboration de la relation. Voilà, je laisse. Merci. Alors, peut-être Roland Muller. Oui, alors ça, c'est bien tout à fait, moi, je pense, un des très grands problèmes ou bien des discussions, parce que jusqu'à maintenant, l'accord institutionnel ne parle pas de cette directive. On a pensé, on laisse ça au tribunal arbitral ou bien aux futures négociations, mais on voit maintenant que la Suisse voudrait limiter les aspects qui se basent uniquement sur la libre circulation des travailleurs et leurs familles. Et puis ça, c'est bien une différence entre la Suisse et l'UE. Et puis là, c'est bien clair que, de nouveau, ce n'est pas, disons, une précision dans ces sujets, c'est plutôt une négociation. Et puis si l'UE ne sera pas d'accord politiquement de reprendre ce sujet-là, moi, je pense personnellement que ça, c'est bien une différence qui reste et puis qui sera très lourde en futur. Merci. François Bord. Oui, alors il faut savoir qu'à l'époque où on a négocié l'accord de libre circulation, il y avait déjà la notion de la citoyenneté européenne, existait déjà, était réglée autrement. Après, l'Union européenne, elle a intégré la citoyenneté européenne et la libre circulation dans une nouvelle directive, ce qui est aujourd'hui cette directive sur la citoyenneté européenne. Et c'est ça le véritable problème. La Suisse voudrait seulement accepter la libre circulation du travailleur et de sa famille qui en découle de l'origine de la libre circulation qu'elle a reprise par l'accord, et laisser de côté le reste. Et pour l'Union européenne, ce n'est pas faisable. Après, il y a deux conceptions, comment on pourrait reprendre ça. La Suisse, en principe, elle voudrait seulement prendre ce qui fait partie, et qui est un développement de l'accord de libre circulation, et le laisser là, tandis que l'Union européenne elle veut que la Suisse reprenne toute la directive et qu'après on en discute des exceptions faites pour la Suisse, tel que ça a été fait pour l'espace économique européen. Et donc, ce sont deux conceptions légales différentes qui donnent déjà un problème en premier lieu. Et après, naturellement, ce qu'a dit Roland Muller, une application
plus étroite, une interprétation plus étroite par la Suisse par rapport à une interprétation plus large de la conception de la libre circulation par l'Union européenne. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Il est 17h20. On a déjà excédé de 20 minutes le temps imparti, mais les questions étaient très intéressantes, passionnantes. J'aimerais remercier encore une fois nos orateurs pour leurs interventions. Remercier également l'équipe qui a organisé cette troisième conférence. Il y en a donc une quatrième la semaine prochaine qui sera intimement liée à ce qui a été discuté aujourd'hui, puisqu'on va parler du Brexit versus les accords bilatéraux, versus adhésion, versus espace économique européen. On reprend la question cette fois sous l'angle Brexit, si je puis dire. Donc je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Vous pouvez le faire à l'avance, il n'y aura pas de problème. Nous répondrons, comme je vous l'ai dit, aux questions que nous n'avons pas pu traiter aujourd'hui, à l'issue de la quatrième conférence, ainsi qu'aux questions qui ont été posées lors des deux premières conférences. Merci à toutes et à tous pour nous avoir suivis et bien entendu, à la semaine prochaine.